Bonjour à tous et à toutes, ici Marine de Get Ready Préparation Voyage. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau cette semaine pour l'enregistrement audio des échanges qui ont eu lieu à la suite de la projection du film de La Grande Évasion numéro 8, Nomad Maps. Alors La Grande Évasion, pour résumer, c'est une soirée pour rêver. On projette un film de voyage et ensuite on échange avec les voyageurs, les explorateurs, les réalisateurs du film pour aller un petit peu plus loin sur le sujet puisque le film est une porte d'entrée vers des thématiques variées. Si vous êtes habitué de la Grande Évasion, vous savez qu'à chaque fois, la richesse de cette soirée tient beaucoup dans les échanges qu'on peut avoir avec les participants et puis avec les voyageurs. Donc aujourd'hui, on vous propose l'enregistrement d'Alban. En fait, Alban a monté un projet qui s'appelle Nomad Maps, parce que c'est plus qu'un film en fait. Nomad Maps, en fait, c'est un projet qui tourne autour de la cartographie collaborative. En fait, aujourd'hui, on utilise tous beaucoup les cartes, euh, pas toujours consciemment, on ne sait pas toujours comment celles-ci sont construites et comment elles sont utilisées. Mais du coup, aujourd'hui, on se pose la question de l'open source. On se pose la question de la collaboration à la création de cartes via OpenStreetMap. Il y a 2 ans, Alban est donc parti en Amérique latine. Il a traversé la Colombie, l'Équateur et le Pérou à la rencontre des communautés de cartographie collaborative. En fait, tous ces gens, ce sont soit des cartographes de métier, des géographes ou juste des passionnés, et ils vont tous apporter leur pierre à l'édifice de la cartographie locale pour des besoins et pour répondre à des besoins très variés qui peuvent aller par exemple de situations de catastrophe à la nécessité de mapper et de cartographier des zones aussi pour rendre visibles des invisibles, pour protéger certains espaces, vraiment avec une vision d'alternatives à la cartographie qui peut être faite aujourd'hui par de grandes entreprises ou par des États. Alors évidemment, ça pose des questions et vous verrez que les échanges qui suivent se sont vraiment attachés à discuter de tout ce que ça peut suggérer. Mais vous verrez aussi à quel point c'est fascinant de se dire qu'aujourd'hui, sur une planète où on a l'impression que tout a été déjà exploré et exploité et cartographié, il reste des espaces à découvrir. Et ça, c'est de nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour tous les voyageurs et explorateurs dans l'âme que vous êtes si vous êtes par ici. Je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter cet enregistrement et ces échanges. Et puis, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous invite forcément à le regarder. Il se trouve sur PeerTube en libre accès. Et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion de ces échanges. Ciao! Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on attaque pardon, cette session d'échange suite à la projection du film. Je voulais encore remercier Alban parce qu'il nous ouvre encore une fenêtre qu'on n'avait pas du tout explorée dans La Grande Évasion, d'un sujet qui est finalement assez technique. Et c'est un très bon exemple, à mon sens, de compétences professionnelles, de passion aussi, hein, mais professionnelles, qui sont mises au service ou en tout cas qui viennent ajouter une dimension à un voyage. Donc souvent, il y a plein de gens qui partent pour des voyages pour changer de vie. Et parfois, en fait, c'est pas forcément la seule manière d'aborder le voyage. On peut peut-être combiner les deux. Donc voilà, je trouvais que c'était déjà une belle ouverture. J'aurais une première petite question avant qu'on ouvre à la salle plus largement. Il y a Jérémy qui dit merci du voyage. Oui, toujours, ouais. C'est gentil. Est-ce que, Alban, tu pourrais juste nous dire pourquoi tu es aussi passionné des cartes? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans les cartes et dans la géographie, dans la cartographie? Moi, c'est, comme je l'ai dit un peu en introduction, c'est donc depuis tout petit que je regarde des atlas et c'est au travers de ces cartes qui sont sur les atlas que je me projetais en voyage dans ces pays. Après, je comprends que ça puisse être assez abstrait aussi pour certains, hein, que ça peut ne pas parler. Moi, c'est un peu comme une peinture, quoi, une belle carte, c'est un peu comme une peinture. Je vais aller rechercher ce qu'il y a, les petits détails, etc. Et j'ai l'impression, en voyant la carte, de voyager. Euh, une carte de rando, par exemple, je l'étudie beaucoup, enfin, quand je l'ai avec moi en tout cas, je l'étudie beaucoup avant mon itinérance à pied et j'ai l'impression déjà de faire le trajet. Et donc, je m'imagine aussi quelque chose et après, quand je vais sur place, c'est encore mieux parce que
Je vois que, bah, tiens, j'ai mal interprété, etc. C'est voilà, c'est un peu une peinture, ouais, finalement. Je te pose cette question parce qu'en fait, je trouve que c'est assez fascinant à quel point, à une époque où finalement on a l'impression d'avoir déjà couvert le monde 1000 fois, à la différence des explorateurs voilà, d'autres siècles, d'avoir encore cette opportunité peut-être d'être dans la cartographie de zones qui n'ont pas été cartographiées au sens autre que Google Maps, satellitaire, etc., mais de les cartographier différemment. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui s'il reste beaucoup de zones à mapper, à cartographier? On sait que ça arrive hein, sur les images satellitaires auxquelles on peut tous accéder, il y a des zones qui sont pas captées même par les satellites, hein, où voilà, le niveau de détail pour diverses raisons ne ressort pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Est-ce qu'il y a encore des zones inexplorées au sens romantique du terme? Oui. Alors, bien sûr, ça va dépendre des régions du globe. Hein, par exemple, si on est en France, justement, je le disais donc tout à l'heure, ça a été cartographié depuis 1650, quelque chose comme ça. Hein. Donc, en effet, c'est quand même très bien documenté. Par contre, il reste toujours des choses à cartographier en France. Par exemple, une cartographie des toilettes publiques, une cartographie des poubelles de tri, etc. Donc, il y a toujours des choses. Donc là, c'est peut-être un peu moins romantique qu'imaginer le cartographe sur son cheval et tout. Par contre, il y a beaucoup de zones de la planète où on peut dire que les cartes n'existent pas ou alors elles ne sont pas accessibles. Souvent, les armées d'un pays ont une cartographie quand même de leur territoire, mais elle n'est pas forcément accessible à tous. Mais encore, ce n'est pas toujours le cas. Après, par rapport aux cartes classiques un peu commerciales type Google Maps, si vous zoomez un petit peu au plein centre du Burkina Faso, par exemple, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose de cartographié. Alors, une chose, c'est d'avoir l'image aérienne. Là, ben, on voit qu'il y a des maisons, on voit qu'il y a des routes. Mais après, traduire cette image aérienne en carte, c'est dessiner des lignes pour des routes, dessiner des polygones pour des maisons. Et ça c'est pas fait. C'est difficile d'avancer un chiffre, mais en tout cas, je pense que je me mouille pas trop en disant que moins de 50%, voire 60% de la planète n'est pas cartographiée, quoi. Et donc, du coup, dans ce sens-là, la cartographie, elle est toujours faite avec un objectif. Tu parlais de mettre en avant les toilettes publiques, par exemple, etc. Et c'est peut-être la nuance avec la découverte d'un endroit absolument inconnu où on va répertorier tout ce qu'on voit à la manière, par exemple, d'un biologiste qui va être lâché dans un espace naturel et qui va tout cartographier, à la différence de celui qui peut-être va aller chercher précisément quelque chose. Voilà, c'est très. Là, par exemple, on a eu un bon exemple pendant le confinement. La communauté OpenStreetMap France a lancé une carte qui s'appelle Ça reste ouvert. Et donc, c'était les personnes qui, dans leur commune, voyaient que tel restaurant faisait à emporter, tel magasin restait ouvert. Ils le mettaient sur OpenStreetMap et il y avait une carte dédiée à ça. Donc là, c'était très précis. Ensuite, par contre, on peut très bien partir en voyage. Donc, bah, par exemple, au Pérou, là, on finit le film sur des réflexions. Juste avant ces réflexions-là, je suis à côté d'une petite fille. Là, j'ai la barbe un peu épaisse. Je suis un peu les traits creusés. Bon, c'est sur la fin de mon voyage. Et là, je venais de rencontrer un paysan sur le bord de la route qui m'a fait monter sur son triporteur et il voulait me montrer une grotte qu'il avait trouvée et qui est sur son terrain. Et pour lui, ça avait un gros, une importance et il imaginait pourquoi pas un jour faire venir des touristes pour faire voir cette grotte avec des stalactites, etc. En discutant avec lui, donc je lui ai parlé de mon projet et je lui ai dit, ben, voilà, si tu veux, on peut mettre ça sur la carte, juste dire qu'il y a un point intéressant. Peut-être qu'il y a des gens qui passeront par là et qui vont se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à visiter dans le coin. Et donc, je lui en ai bien sûr parlé parce que c'était sur son terrain. Il a dit qu'il était OK.
et notamment qu'il était prêt à héberger des voyageurs. Donc, j'ai mis aussi que c'était un lieu d'accueil de voyageurs type Couchsurfing, truc comme ça. Et je suis un peu en contact avec lui, bon, un peu difficilement, mais il m'a dit qu'il a eu quelques personnes déjà qui étaient venues parce qu'il l'avait vu sur la carte. Donc là, pour le coup, c'est bien cartographier un lieu un peu extraordinaire. Voilà. Bon, c'est important quand même de se poser des questions quand même en cartographiant. Hein. Faut pas, enfin ça peut-être que ça peut venir dans les questions d'après, mais en tout cas, là, moi, personnellement, j'ai pris le parti de lui demander. Mais c'est vrai que j'aurais pu le faire sans lui demander également. Oui, c'était l'une de mes prochaines questions, mais on y viendra, je pense. Tu touches du Oui, doigt les risques que ça peut générer, à la fois pour ceux qui cartographient et pour ceux qui sont cartographiés ou ceux qui est oui. cartographié. Mais je pense qu'on reviendra dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Je voulais juste savoir s'il y avait des questions, si bah voilà, dans la salle, que ce soit Zoom ou sur le chat du coup Imago, vous aviez des questions en particulier avant qu'on échange un peu plus. Parce que j'ai fait une petite liste de questions en regardant le film. Yannick, on t'écoute, il n'y a pas de souci, vas-y. Ouais, pour rebondir, Alban, donc tu disais c'est un peu le Wikipédia des cartes. Oui. Et sur Wikipédia, il y a un système de modération. Comment ça fonctionne sur OpenStreetMap? C'est-à-dire que si toi tu dis, voilà, ça c'est un lieu exceptionnel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le vérifier, qui peut l'attester, le recouper? Donc ça fonctionne, oui, vraiment comme Wikipédia. Ça fonctionne donc par communauté. Il y a la communauté Wikipédia France, communauté Wikipédia Italie. Là, c'est communauté OpenStreetMap France, communauté OpenStreetMap Latino-América. Moi, si je cartographie un élément, donc par exemple au Pérou, et je vais cartographier donc cet endroit comme lieu géologique remarquable. Là, c'est un élément quand même assez précis. Il va falloir que ça soit quelqu'un qui connaisse le lieu et qui dise tiens, c'est bizarre, c'est pas vraiment ça, qui va peut-être m'envoyer un message, un commentaire et pour dire est-ce que vous en êtes sûr, à quoi ça correspond, tout ça. Là, c'est vraiment un endroit, c'est vraiment un peu spécifique. Mais par exemple, si je décide de supprimer un élément de la carte, parce que je peux le faire, par exemple, là, je vais supprimer, je vais à Paris et je supprime Notre-Dame de Paris, par exemple. Je peux le faire là maintenant tout de suite. Là, il y a des routines informatiques qui font que des suppressions un peu douteuses, et ben tout de suite, le, l'utilisateur qui fait ça est contacté pour savoir pourquoi, enfin, quelle est la raison. Là, dans ce cas-là, par exemple, c'est clairement un acte de malveillance cartographique. Donc, on me contacterait, mais je pense qu'aussi on me suspendrait mon compte, au moins pour savoir pourquoi. Après, il y a des fois des activités douteuses récurrentes, quelqu'un qui est tout le temps en train de rajouter des sites extraordinaires un peu de partout, on va peut-être faire une petite enquête. Enfin, la communauté va faire une enquête. Si c'est une personne qui fait que supprimer des choses sur la carte aussi, on va faire une enquête pourquoi elle supprime. Elle a peut-être des bonnes raisons, hein. Quelque chose qui est mal cartographié. Mais en tout cas, ce qui fait la force de OpenStreetMap et comme Wikipédia, c'est le nombre de contributeurs. Donc, c'est sûr qu'en 2004, donc quand ça a commencé, alors on va aller un peu plus loin, en 2010 par exemple, en 2010, utiliser OpenStreetMap pour des travaux cartographiques professionnels ou même universitaires, ce n'était pas une source qu'il fallait utiliser. C'est un peu comme Wikipédia à l'époque. Là, maintenant, alors Wikipédia, pareil, on ne l'utilise pas dans une thèse, en tout cas comme source principale, mais je pense que c'est un peu plus utilisé, après, il me semble. Pour le coup, OpenStreetMap, c'est carrément devenu une source à part entière et voire souvent la plus intéressante pour certaines thématiques en France et en général dans beaucoup de pays, quoi. Et donc, ça pourrait être une source fiable en préparation d'une expédition dans une zone voilà, un petit peu reculée, etc., en fonction des personnes qui y sont déjà passées, du coup. Oui, alors pour les voyageurs, OpenStreetMap, alors souvent les voyageurs utilisent la source OpenStreetMap mais sans le savoir. Par exemple, il y a une application qui est Maps.me qui est utilisée quand même par pas mal de gens. Ben, la source est OpenStreetMap,
Et c'est développé donc, par une personne de la communauté OpenStreetMap, un Russe, qui met en ligne donc la base de données OpenStreetMap. On peut cartographier sur Maps.me, on peut rajouter des éléments, ça rajoute à OpenStreetMap automatiquement. Et après, bon, si vous l'avez, cette application, vous voyez qu'il y a des liens vers Booking, etc. Bon, bah, c'est un moyen de se rémunérer pour l'appli parce que ça demande de la maintenance. Donc, il y a Maps.me, il y a OSM And aussi qui est assez connu. En fait, quand vous allez sur un site internet où il y a un fond de carte, un site qui est un peu visité, des fois il y a Google Maps. Mais si les sites n'ont pas trop de revenus, souvent ils utilisent OpenStreetMap parce que Google Maps est devenu payant quand on utilise Google Maps dans son site internet et qu'on a plus de 10 000 visites par mois, je crois. Donc ça va assez vite quand même. Ouais, donc finalement, l'accès aux données est devenu payant, la cartographie. Oui, voilà. Après, c'est la stratégie commerciale de Google. Hein. Ils ont commencé en 2005, si je ne dis pas d'erreur. Ils ont commencé en 2005 ce projet pharaonique de lancer donc Google Maps, Google Earth, etc. C'était un énorme investissement. La Google Car là, qui fait les images, Street View aussi, c'est un énorme investissement. Mais du coup, maintenant, ils commencent à faire des services payants et aussi, maintenant, c'est devenu une source Google. Donc, même dans la diplomatie, il y a sans doute des chefs d'État ou au moins des hauts fonctionnaires ou autres qui vont utiliser Google Maps comme source et c'est dangereux puisque Google, donc bien sûr une entreprise, et elle va cartographier ce qui l'intéresse et suivant l'intérêt de son client. Donc un exemple que j'utilise souvent mais qui est assez clair, par exemple les Indiens en Inde, s'ils se connectent sur une adresse IP indienne et ils vont sur Google Maps, ils vont voir une frontière qui part bien au nord au niveau du Cachemire. Par contre, si un Pakistanais se connecte depuis chez lui, il va voir une autre frontière. Donc, ça va correspondre un peu à la volonté politique du pays pour garder des parts de marché. Les cartes ont toujours été très, très politiques. Hein. C'est vrai que ça a toujours été quelque chose. Alors là, la grosse différence aussi, c'est, quoique je ne suis pas sûre que ce soit si différent des siècles passés, mais ça passe dans le domaine du commerce, quoi. C'est vraiment, mais il y a cette notion politique. D'ailleurs, il y a plusieurs questions sur le chat d'Imago qui vont dans ce sens-là, notamment de Martin qui demande où sont stockées les données en fait d'OpenStreetMap et comment est-ce qu'elles sont protégées justement pour éviter, au-delà des malveillances cartographiques que tu as mentionnées, que les données soient utilisées à mauvais escient. Alors, il y a OpenStreetMap, donc il y a des communautés par pays et par continent. Il y a des communautés par région aussi, OpenStreetMap Lyon, OpenStreetMap Nantes, etc. Et il y a la fondation OpenStreetMap globale dans le monde qui héberge la base OpenStreetMap. Mais cette base, elle est reproduite par beaucoup de communautés qui ont les moyens. Donc, par exemple, la communauté OpenStreetMap France a les moyens. Elle a des sources de revenus par les dons ou par les aides de l'État et qui fait que il y a des copies qui sont faites en fait régulièrement. Et donc, si vous allez sur openstreetmap.org depuis la France, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est du coup hébergé par OpenStreetMap France. Alors, si vous vous connectez dans un autre pays, ça va être hébergé par un autre. Voilà. Il y a des questions qui se posent en assemblée générale sur parce qu'on le terme au niveau de l'écologie, parce que c'est énormément de données. Hein. Je crois qu'il y a 5 milliards d'objets sur OpenStreetMap. Ouais, c'est une route, une poubelle, etc. Ça demande beaucoup d'énergie pour stocker ça. C'est en processus d'essayer d'utiliser des serveurs plus propres, si c'est possible en tout cas, mais c'est dans les réflexions. Ça a l'air de l'être. On en parlait sur une précédente conférence, notamment aussi par rapport à ces stockages de données aussi dans des bains d'huile aussi pour permettre, je ne sais plus exactement quelle était la technologie, mais il y a effectivement des Par exemple, le film là, que vous avez vu, il était sur PeerTube. Ouais. Et donc PeerTube, ça utilise
chacun télécharge chez lui un petit peu. Et je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça demande moins d'énergie qu'un Ça streaming. répartit la charge, ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Et du coup, on a une question de Maps qui demande comment en fait on participe au projet. Donc là, en l'occurrence, elle se positionne sur la France, donc au projet OSM France, en voyageant à vélo. Et du coup, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui comme données cartographiques en France? Quels sont les gros enjeux peut-être dans les prochains mois, prochaines années sur la France? Alors, sur la France, actuellement, bon, c'est peut-être parce que aussi je m'intéresse beaucoup à ça, il y a la question cyclable, Ouais. la question des voies cyclables. OpenStreetMap, c'est la meilleure source de données pour tout ce qui est voies cyclables en France, parce que justement, les contributeurs, c'est ça aussi la différence. C'est Google Maps, on va cartographier plutôt au niveau ce qui va apporter de l'argent. Les contributeurs OpenStreetMap, eux, ils vont cartographier suivant leur vécu et pour améliorer les modes de vie, etc. Et donc, il y a beaucoup de cyclistes chez OpenStreetMap et les pistes cyclables sont très bien cartographiées. Par exemple, j'en ai une qui a été faite il n'y a pas longtemps en bas de chez moi. J'ai voulu la cartographier, tout content de pouvoir ajouter ça et c'était déjà fait. Il y a une grande course à ce niveau-là. Donc moi, je dirais que si on veut participer à OpenStreetMap, il faut cartographier donc ce qui suivant son appétence, quoi, ses loisirs. On parle chez la communauté de cartographes de TOC, de troubles obsessionnels cartographiques. Il y en a qui vont vouloir cartographier toutes les poubelles de rue, tous les conteneurs de tri. Il y en a d'autres, ça va être les feux rouges. Voilà, ça va vraiment dépendre des loisirs de chacun. Moi, par exemple, l'été dernier, donc j'ai fait une deuxième session de Nomad Maps personnelle et Ouais. c'était autour du Massif central. Et le sujet, c'était la transition écologique. Et donc, j'avais plusieurs TOC, mais je cartographiais des aires de covoiturage, des aires de recharge de batterie pour voitures, des aires de tri, etc. Voilà, donc ça, c'était mon TOC de l'été dernier. Mais après, mon TOC de cet été pourrait être, par exemple, les centres de santé, même si en France, ils commencent à être pas mal cartographiés. Donc ça va dépendre de votre appétence. Après, par contre, si vraiment vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi cartographier, il y a des plateformes qui permettent de cartographier utile, entre guillemets, ou même plus qu'utile, je dirais, dans l'urgence. Il y a 2 ONG qui travaillent là-dessus. Donc, il y a une ONG française qui s'appelle Carte ONG, que je remercie à la fin du film parce que j'ai monté ce projet en partenariat avec eux. Donc, Carte ONG qui est basée à Chambéry et qui fait de la cartographie humanitaire et de développement et qui utilise notamment ces sources OpenStreetMap. Et il y a une autre ONG qui est américaine. En fait, il y en a d'autres, mais 2 principales en tout cas dans ma tête là. Et l'autre est américaine, il s'appelle HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team. Donc ça, par le coup, c'est une autre taille encore que Carte ONG. Et donc, eux, et surtout HOT, ont une plateforme en ligne où on se connecte. Donc, si vous tapez HOT, H-O-T, OpenStreetMap, c'est mieux de taper OpenStreetMap après HOT, quand même, si vous ne voulez pas tomber sur n'importe quel site. Vous allez retrouver sur une liste de tâches en fait, à cartographier dans l'urgence. Si vous avez été attentif dans le film, à un moment, on parle d'un barrage, un barrage qui menace de céder. Donc, c'était en Colombie. C'était au moment où j'étais en train de pédaler en Colombie. Il y avait eu une saison des pluies très forte. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu beaucoup de mal à pédaler en Colombie et j'étais dans la boue. Et il y avait un barrage en construction, un énorme barrage, un méga barrage qui était en construction et il y avait des problèmes quand même dans la construction et il y avait une montée des eaux trop importante et ce barrage en construction menaçait de céder. Et il y avait une énorme zone donc en aval qui était menacée. Et donc là, il y a des mapatons, donc le terme mapaton, vous l'avez vu dans le film, qui ont été mis en place pour cartographier vite toutes les zones aval du barrage pour savoir où sont les routes, où sont les voitures, où sont les maisons, etc.
pour savoir bon, bah, s'il y a une vague déferlante qui arrive, où sont les potentielles victimes, comment accéder à ces endroits-là. Donc ça, c'était un exemple assez atypique d'anticipation du risque. Mais si vous allez sur cette plateforme de Hot OpenStreetMap, vous allez plus tomber sur des désastres naturels qui ont déjà eu lieu. Et il faut cartographier la zone avant le désastre avec des images aériennes pour permettre la reconstruction, pour permettre au secours de s'activer. Sauf erreur, je crois que ça a été pas mal utilisé, notamment au Népal, Oui. suite au séisme, voilà, qui avait. Ah oui, ça a été. OpenStreetMap, en gros, il y a deux grosses étapes dans la vie d'OpenStreetMap. Hein. Bon, 3. Il y a la naissance, quand même, c'est important, en 2004. Mais après, en 2010, il y a eu Haïti. Oui, voilà, c'est un tremblement de terre à Haïti. Et c'est là que justement est née l'ONG HOT, où ils se sont dit on a plein d'aides humanitaires qui arrivaient, mais on ne sait pas comment l'acheminer parce qu'on n'a pas de carte en fait à Haïti. Et donc, il y a eu ça qui s'est mis en place. Ça a mis en lumière quand même OpenStreetMap. Et il y a eu au Népal en 2015, il me semble, plus récemment, où ça a pas mal mis en lumière. Pour ce qui est de la France, l'année passée, enfin pas pour ce qui est de la France, pardon, au niveau mondial, le fait que Google Maps est passé en payant, en version payante également, ça a mis un coup de boost à OpenStreetMap. Ouais. Alors moi, je vais me faire un peu, même si tu sais que je travaille dans l'humanitaire et donc je vois tout à fait l'utilité de ça, j'ai envie de me faire un peu l'avocate du diable. Parce que sans parler des risques auxquels on s'expose soi-même, hein, en potentiellement cartographiant, on en parlera après, parce que j'imagine que ça peut déranger aussi certaines personnes que certaines zones soient cartographiées. Au niveau des personnes ou des choses qui sont cartographiées, est-ce qu'il n'y aurait pas à gagner que ces zones restent confidentielles en fait? Est-ce qu'à les cartographier, la présence ou voilà, d'une population reculée dans une certaine zone qui vivait très bien et qui vit très bien comme ça, vraiment je schématise, mais est-ce que c'est pas les exposer à certains risques et à l'usage de ces informations à leur détriment en fait? Alors ça, c'est la question que doit se poser un bon cartographe. En effet, déjà de se la poser, c'est le plus important. Moi, pendant le voyage, je me suis confronté directement, exactement à ce que tu viens de mentionner. À un moment, pendant le film, on voit une ronde d'enfants qui sautent, des enfants qui jouent en ronde. En fait, j'étais dans une réserve, une réserve Awa, donc les Indiens Awa, qui se trouvent au sud de la Colombie, au nord de l'Équateur. Je me suis retrouvé un peu là par hasard. Bon, je parlais un peu de mon voyage à vélo, etc. Et en parlant un peu avec les chefs de village, je leur ai expliqué un peu que je cartographiais, etc. Je voulais leur faire connaître. Et c'est posé la question de… Alors, ils n'étaient pas cartographiés, bien sûr, sur la carte. Et c'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vous va, vous, de ne pas être cartographié ou est-ce que vous voulez être visible? Donc, ils n'étaient pas sur Google Maps, hein, ça, oui. Ils n'étaient pas sur OpenStreetMap non plus. Le risque, ça pouvait être que les paramilitaires colombiens ou les narcotrafiquants colombiens accèdent à leur localisation en cartographiant. Donc, j'ai exposé un peu les risques. Après, c'est eux qui ont décidé ou pas d'être cartographiés. Donc, il faut se dire aussi que les personnes qui veulent avoir cette donnée, hein, si elles veulent vraiment, des personnes malveillantes qui veulent l'avoir, elles peuvent l'avoir assez facilement parce que cartographier sur OpenStreetMap, finalement, c'est une image aérienne. Tout le monde a plus ou moins accès et aller repérer une zone et là, il se trouve qu'on la dessine. Mais si on veut vraiment la repérer, on la repère très facilement. Donc, il faut se poser la question, il faut parler aux gens en question aussi, si on ne cartographie pas chez soi. Et en effet, cartographier, c'est rendre visible. Rendre visible éventuellement des invisibles. Mais des fois, ces invisibles ont envie d'être visibles, des fois pas aussi. Hein. Et donc, moi, je dirais que c'est aux personnes concernées de réfléchir à ça, mais bien sûr en leur exposant, en présentant bien le sujet.
Alors finalement, je ne les ai pas cartographiés, en tout cas pas sur place. On a gardé contact et c'est au bout de 2-3 mois qu'ils m'ont écrit et qu'ils ont dit qu'ils voulaient au moins qu'il y ait le chemin d'accès qui soit cartographié. Et pourquoi alors? Quel était leur… Parce que dans le film, on comprend bien avec les témoignages, les intérêts voilà, au niveau de la communauté, des intérêts vraiment positifs et plutôt bienveillants. Mais là, en l'occurrence, cette communauté dont tu parles, quel a été le facteur qui a fait oui, oui, on veut être visible? Bon, moi, bien sûr, c'est qu'une première étape, hein. J'ai juste cartographié leur chemin que j'avais enregistré sur mon trace GPS. En fait, c'est aussi un moyen donc d'être visible et de dire à l'État, par exemple, bah, nous, on est là en 2018. On est là en 2018, notre village, c'est ça. La forêt, elle a telle avancée à ce moment-là. Regardez, là, on est en 2020. Regardez comme la déforestation a avancé, par exemple. Regardez, vous revendiquez ces terres, mais il y a 2 ans, on était là, on le voit sur les cartes. C'est aussi un moyen de prouver, de montrer l'emplacement de l'existence, voilà, à un moment donné. Il y a aussi d'autres moyens, hein, bien sûr, que la cartographie, mais c'est un des moyens, quoi. Donc là, ils ont voulu le faire. C'est sûr que si j'étais pas passé par là, ils auraient peut-être connu OpenStreetMap d'une autre manière, ou alors quelqu'un l'aurait fait sans demander leur accord. Il y a un gros enjeu de sensibilisation, du coup, Oui. effectivement, aux conséquences en fait, positives ou négatives, mais que ça peut avoir, j'imagine. Ah oui, c'est l'objet de mes conférences avec ce film, hein. C'est un film qui amène au débat après, et j'essaie d'ouvrir justement en parlant des enjeux et des risques. Et c'est une question qui revient tout le temps. Donc je me dis que c'est quand même quelque chose qui vient assez rapidement quand même dans la tête d'un citoyen classique, mais peut-être pas. Donc c'est justement l'idée d'échanger là-dessus. En faisant connaître au plus grand nombre, finalement, en éduquant un peu sur ce qu'est la carte, ce qu'est la connaissance de la Terre, la connaissance territoriale. Voilà ce que ça apporte en positif et éventuellement en négatif. Super. Un territoire inconnu, mal connu, finalement, Ouais. c'est un territoire qu'on ne peut pas forcément protéger, peut-être. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas la réponse. Non, mais il y a des gros enjeux autour C'est de un ça. territoire qu'on peut moins bien protéger parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Ouais. Donc, on ne sait pas ce que. Ou alors, au moins pour faire un état des lieux. Tiens, on parle de déforestation. Là, je parle beaucoup de déforestation parce que c'est dans mes réflexions. Comment intégrer plus OpenStreetMap dans la protection de l'environnement. Et je pense à la déforestation au profit de palmiers à huile. Et ça se voit clairement sur une image aérienne. Donc, c'est très facile de cartographier un bout de la forêt en 2020 avec l'image aérienne, on la reconnaît bien, de cartographier l'extension territoriale du champ de palmiers à huile et de le refaire l'année suivante et l'autre année, et là, dire, bah, là, on voit clairement que ça a avancé. Parce que on a, c'est juste des scientifiques qui nous les donnent ou des entreprises, ce n'est pas nous qui les donnons. Et donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, on entend aujourd'hui dans la communauté des voyageurs, des aventuriers, etc., cette volonté d'aller voir et constater par soi-même, justement, les impacts du changement climatique avec toutes l'ambivalence et forcément la contradiction que ça génère. Parce que voyager, ça veut dire aussi participer des fois à cet impact négatif. Mais de fait, si au moins toutes ces données pouvaient être cartographiées systématiquement quand les gens y vont, ça participerait justement à une image globale, quoi. Voilà. Donc, c'est à la fois, l'ambition de Nomad Maps, je parlais au présent, mais c'est de cartographier en voyageant et donc de faire connaître aux gens de mon pays. Mais j'ai beaucoup parlé de cartes là-bas, justement aussi pour faire connaître et pour voir ce qui se faisait là-bas. Ouais. Et pour rendre compte qu'il se faisait aussi énormément de choses, quoi. Oui, bien sûr. Et je pense que le gros enjeu, et tu l'as vraiment mis en avant pour moi dans le film, c'est que pas à nous d'aller dire, encore une fois, à l'étranger ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut cartographier, ce qu'il ne faut pas cartographier, mais la fonction éventuellement, c'est d'observer. Et si outils complémentaires il y a, si sensibilisation, facilitation, on peut faire. Moi, en plus, là, pendant ce voyage, je suis parti, donc je connaissais OpenStreetMap, mais je suis aussi parti pour apprendre.
Et la majorité des gens que j'ai rencontrés et ceux du film, ils connaissaient bien plus OpenStreetMap que moi. Donc, c'était pas du tout en partant en sachant, mais plutôt apprendre des choses, éventuellement faire connaître à ceux qui ne connaissent pas. Mais en tout cas, je n'étais pas parti sur la posture d'enseigner ce qu'est OpenStreetMap forcément, parce que j'étais aussi un peu dans la découverte. Hein. Je n'imaginais pas rencontrer tout ça, Ouais. voir tout ça. Donc, en toute humilité, en fait. Au maximum. Ouais. Comme il me semble, tout bon voyageur, en tout cas, en arrivant, voilà, voir déjà ce qui se fait avant d'arriver à dire ce qu'il faut faire. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on apprend quand on voyage. Si on n'a pas cette posture, on finit par l'adopter. C'est sûr. Juste au niveau de la salle, est-ce qu'on a des petites questions? Parce que moi, j'en ai encore une notamment assez, qui à mon avis prendra la place. Mais est-ce qu'il y a des questions qui sont, je ne sais pas, au niveau de Zoom? Yannick? Ouais. Oui, je me demandais sur les zones type désert, montagne, comment ça se passe? Moi, ce que j'ai vu par exemple en Asie centrale, c'est que donc, tout le monde se référait à OpenStreetMap via Maps.me dans la Ouais. steppe, par exemple dans un endroit voilà, qui n'est pas cartographié par Google. Alors, ça c'est une question en soi, mais les gens tapent l'endroit où ils veulent arriver. Comment ça leur propose un itinéraire, que ce soit souvent en vélo ou en 4x4, hein, et moins en marche. Et puis donc le deuxième volet de la question, c'est est-ce que alpinisme, désert, etc., est-ce que ça fonctionne aussi? En fait, ça va fonctionner aux endroits où des gens ont cartographié à un moment ou un autre. C'est vrai qu'on peut arriver dans une zone où personne n'a cartographié parce que personne soit n'a eu l'idée d'y aller, de le cartographier, soit personne n'est allé vraiment le faire. Bon, c'est quand même assez rare de ne pas trouver des choses, mais ça arrive souvent. Enfin, ça m'est arrivé souvent pendant mon voyage de trouver une route ou un chemin sur la droite que j'avais envie de prendre à vélo. Je consulte ma carte OpenStreetMap pour voir où ça mène et je vois qu'il n'existe pas. Je me connecte à Google Maps pour me dire, bon, peut-être que c'est dessus. Mais non, il n'y a pas. Enfin, je mens parce qu'en fait, je n'avais pas Internet pendant le voyage. Je regardais plus tard, le soir en tout cas. Enfin, je n'avais pas Internet en tout cas en voyageant directement. Pour dire qu'on peut le faire hors ligne, en fait, c'est pour dire ça. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir Internet sur soi pour cartographier. C'est important. Après, il y a des zones au Kyrgyzstan. Tu as parlé de l'Asie centrale, pardon, je pensais à moi, au Kyrgyzstan, où j'avais été. J'avais utilisé Maps.me et il y avait quand même pas mal de choses. En fait, je pense que c'est quand même pas mal utilisé. C'est quand même OpenStreetMap est assez connu des voyageurs et les voyageurs ont assez d'idées de cartographier. D'où l'idée avec Nomad Maps aussi de parler de ça, de voyage, parce que je pense qu'un voyageur a une bonne source au niveau de la cartographie. Donc voilà, tout ça pour dire que ça va vraiment dépendre de la zone, si par chance quelqu'un est déjà passé ou pas. Après, Mais tu ouvres un champ des possibles incroyable là. Comment? Tu ouvres un champ des possibles incroyable parce que ça veut dire que pour tous les gens qui ont envie de se sentir explorateurs, il y a possibilité d'aller voir sur OpenStreetMap aussi des zones où il n'y a pas d'infos et d'être un peu les pionniers La de la cartographie. sensation est superbe quand on prend un chemin justement qui n'est répertorié nulle part, qu'on enregistre, qu'après on cartographie, et après on voit qu'il est disponible sur la planète entière. On a un peu l'impression de se retrouver à une époque où justement on cartographiait des lieux un peu déserts. Bon, du coup, ça m'embête parce que moi, j'ai mis sur mon Maps.me, c'est pas une blague, hein, c'est pas mais c'est vraiment pour une question technique. J'ai identifié un spot où j'ai trouvé des mirabelles sauvages, mais j'ai pas forcément envie que tout le monde le sache. Oui, mais tu as mis une étoile ou un truc comme ça, tu as mis Ouais, un marqueur. ouais, Ça reste chez toi, il n'y a pas de d'accord. souci. Mais par contre, il y a une option sur Maps.me, ajouter un élément sur la carte, je crois. Et ça permet de. Mais on ne peut pas tout cartographier sur Maps.me. Hein. On peut cartographier certains éléments, par exemple bar, restaurant, etc. Ouais, l'accès à l'eau potable, ça c'est un truc. Voilà, il y a certains éléments. C'est des points Mm. précis.
Alors qu'en cartographie, il y a 3 types d'éléments. Il y a le point, donc point précis, il y a la ligne, donc ça va être une rivière, une route, une piste cyclable. Ça, on l'enregistre par des traces GPS si on est sur le terrain. Et après, il y a les polygones. Donc ça va être cartographier une maison, cartographier un village. Et ça, on peut le faire soit avec un GPS, soit sur l'ordinateur. Donc sur Maps.me, c'est juste des points. D'accord. Pas rentrer dans la technique, mais… Non, mais c'est important aussi parce que je pense que si on veut comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière, il faut aussi pouvoir comprendre Oui. tout ça. Yannick, ça répond à ta question? Je ne sais pas si j'ai répondu à la deuxième question. Ou… Oui, ben, justement, c'est en termes de responsabilité. Parce que quand tu es sur un territoire naturel comme la montagne ou le désert, si tu indiques une trace, déjà selon les pays, ce n'est pas les mêmes traditions. Tu vois, c'est vrai qu'en France, on indique que les traces jusqu'au GR et puis après, c'est des chemins indicatifs. En Suisse, ils indiquent rien du tout. C'est à ta responsabilité pleine et entière. Et en Italie, ils indiquent tout, par exemple. Alors, c'est là que sur une cartographie collaborative, je me disais, bah, est-ce que tu sais, toi, comment et quelle responsabilité on s'engage? Parce que, par exemple, si je vais en montagne et que j'ai envie un itinéraire. C'est le choix c'est le choix de l'utilisateur, c'est sûr. Moi, par exemple, personnellement, je ne cartographie pas des éléments qui sont en zone vraiment naturelle, c'est-à-dire justement un sentier en montagne un peu isolé, je ne vais pas forcément le cartographier, ou un point de vue, etc. C'est mon côté égoïste de cartographe. Je me dis que c'est bien qu'il n'y ait pas trop de monde, mais je suis content aussi des fois de trouver un sentier répertorié sur la carte, donc c'est contradictoire, mais c'est comme ça. Après, il y en a qui aiment bien aussi, il y a des applications, la cartographie collaborative pour les bivouacs. Moi, ça, j'aime pas, par exemple, cartographier ça. Parce que déjà, oui, on ne peut pas vraiment cartographier un bivouac sur OpenStreetMap, sinon on cartographie en camping. Et là, on fait une erreur. Là, on fait une erreur parce que d'un coup, il va y avoir des gens qui vont arriver pas du tout préparés, à la fois eux et pour l'environnement, à camper là. Et donc, c'est un peu dangereux, je trouve, des fois de marquer des bivouacs. Enfin, ça reste un bivouac, il faut que ça dure une nuit pour quelqu'un, mais il ne faut pas que ça soit tous les soirs 3 personnes qui passent. Enfin, après, ça c'est mon opinion. Donc, c'est vrai qu'on peut vraiment tout cartographier. Donc, on peut aussi embêter son voisin en disant que dans le jardin, c'est un camping. Et puis, il y a plein de gens qui arrivent avec des popotes et tout. Donc, il faut… Oui, il y a toutes ces questions, bien sûr. Après, dans ce cas-là, cet exemple que je dis, c'était un peu sur le ton de la blague, mais si on le fait, si je cartographie chez mon voisin, donc que c'est un camping, il peut se supprimer, enfin, il peut supprimer lui-même. Hein. Après, il faut encore qu'il s'en rende compte. Après, on peut aussi me contacter, un autre utilisateur de la région, en me disant « mais là, il n'y a pas de camping, pourquoi vous avez mis ça ?» Voilà, ça va se contrôler quand même à ce niveau-là. Mais il y a des vrais enjeux derrière et c'est vrai que c'est assez intéressant. En fait, aujourd'hui, il y a énormément d'applis qui utilisent ça. Moi, par exemple, j'ai fait une rando il y a 2 semaines, j'ai utilisé AllTrails. Et justement, en fait, tu t'auto-monitores avec ton GPS, etc. Donc, ça suit ton itinéraire, ça te le trace. Et après, tu décides de le partager en open source pour tout le monde. Mais du coup, tu es censé, via ces applications, tu es censé avoir une charte et adhérer à celle-ci aussi. Je pense que tu faisais aussi référence, Alban, à Park4Night, qui est donc une application qui est beaucoup utilisée, notamment en Amérique. Park4Night, ouais, peut-être. Ah non, c'était pas ça. Amérique du Nord, beaucoup, Canada, États-Unis, où là, c'est vraiment pour tout ce qui est van, voyage en van, camping-car, etc. Donc, ça va tu peux planter ta tente dans le jardin de quelqu'un à des spots qui ont été repérés comme des spots potentiels de bivouac. Donc, il y a tout et n'importe quoi. Puis, tu peux te dire, super, ça va être un spot où je vais aller bivouaquer une nuit, je vais être tranquille, c'est sauvage. À partir du moment où c'est sur l'appli, tu vas peut-être te retrouver au milieu d'un camping-car et d'un Airstream, quoi. Tu vois, c'est un peu le risque, quoi. Donc, effectivement, Après, il y a aussi des gens qui jouent le jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes utilisateur d'Instagram, il y a eu énormément de soucis par rapport à ça, avec des spots magnifiques qui ont été partagés, avec la localisation exacte. Et il y avait eu tout un mouvement, je crois, qui avait été lancé en l'occurrence par le WWF, il me semble,
au lieu de géolocaliser, le lieu, c'était une géolocalisation qui s'appelait I Protect Nature, je crois. Voilà, pour pas que ça apparaisse. Mais effectivement, ça peut poser des problèmes. On voit aujourd'hui que les gens partagent beaucoup voilà, des vues, des couchers de soleil du haut de la montagne, des points de bivouac magnifiques, etc. Oui, moi, quand je dis ça, j'ai pas envie de le partager. J'ai pas envie de partager le lieu. Je suis comme toi, je suis un peu égoïste. J'ai vraiment cette notion. Il faut. Ouais, puis de préservation de l'environnement, en fait, tout simplement. J'avais écrit d'ailleurs sur GetReady, si ça vous intéresse, un article sur le bivouac responsable et sur ce que c'est de passer une nuit dans la nature et ce que ça peut impacter, ce que ça peut générer au niveau de l'environnement. Je pense que c'est en lien avec ça aussi, quoi. Mais voilà, clairement, je pense que ça expose à certains risques. Mais ceci dit, c'est une bonne manière d'embêter ses voisins si les relations ne sont pas très positives. Oui, voilà. Après, on parle beaucoup des risques, mais il faut vraiment voir aussi les bénéfices. Côtés, vraiment les bons côtés. Par exemple, pour l'environnement aussi et pour le déplacement des personnes, les systèmes de transport urbain, donc type RATP, etc., TCL à Lyon, il faut savoir que, alors je ne sais plus si c'est 60 ou 70% des réseaux urbains dans le monde ne sont pas cartographiés. C'est-à-dire, mais c'est beaucoup dans les pays en développement, voie de développement, il y a un réseau de transport urbain, mais il n'est pas cartographié, c'est oral ou c'est par l'habitude. Et justement, OpenStreetMap a développé énormément de choses, la communauté OpenStreetMap a développé énormément de choses pour pouvoir cartographier ces lignes. Et ça permet à la fois aux usagers de s'y retrouver, aux visiteurs de s'y retrouver, mais également aux communes de pouvoir mieux gérer son réseau et de savoir où il manque des choses, etc. Ouais. Donc ça, par exemple, je trouve, à mon avis, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, il y a tout le côté humanitaire également, gestion d'urgence. Ça, on ne peut pas nier le bon côté. Et la promotion touristique, éventuellement, il y en a qui vont… par exemple, il y a la grande traversée du Massif central en VTT qui essaie de promouvoir donc, ce moyen de transport à vélo, de voyage à vélo pour traverser une zone qui est un peu moins courue des vacanciers. Et ils ont mis pas mal de temps et de travail donc, dans la cartographie de ce réseau avec des images géolocalisées, etc. Et peut-être du coup en ayant cette notion aussi de pouvoir orienter parce que pour rebondir sur le côté environnemental, d'orienter sur des zones qui sont peut-être pas en conflit avec le passage de certaines espèces animales à certaines périodes de l'année, aussi quand il y a des reproductions, ce genre de choses. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup d'avantages. Il y a eu un gros travail de cartographie qui a été fait. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose d'officiel et de vraiment cartographe au sens technique du terme, mais de référencement en tout cas des espèces sur les plages pendant le confinement, de tous les oiseaux qui ont niché sur les plages pour juste identifier ces zones pour que le retour des humains ne soit pas un désastre écologique pour ces espèces-là. Donc ça peut contribuer effectivement à tout ça aussi, quoi. Oui, tout à fait, oui. Moi, j'avais juste une question, j'ai conscience que l'heure passe. On a parlé un peu des risques, effectivement, pour les personnes ou pour les choses qui sont cartographiées. On est enregistré, on est en ligne, donc en gardant évidemment des précautions sur les informations et les choses qu'on peut discuter pour nos propres sécurités. J'ai quand même une interrogation parce que cette cartographie, évidemment, est toujours politisée, en tout cas, plus que politique, parce que politique n'est pas un gros mot, mais politisée. Se pose la question de certaines zones qui ne peuvent pas être cartographiées en théorie et qui ne le sont pas, ou alors qui ne le sont que, comme tu le disais, du point de vue militaire. Moi, j'ai aidé notamment une personne à préparer une expé sur une zone où les seules cartes auxquelles on pouvait accéder, c'était des cartes militaires. Il y a aussi des cartes militaires qui sont très intéressantes, auxquelles on peut accéder, mais qui sont fausses et volontairement fausses. Tous les mythes qu'il y a autour des cartes, notamment
russes et chinoises qui tout est décalé de 60 km pour que l'ennemi ne retrouve pas les points stratégiques, etc. Alors ça, c'était dans le temps, mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des vrais enjeux quand tu vas avoir des gens qui veulent cartographier des zones? Est-ce que voilà, il y a une sensibilisation par rapport à ça aussi? Alors, bon, pour ce qui est de la cartographie à distance, donc par image aérienne, les zones, alors ces images aériennes, elles sont fournies par différents acteurs. Bien sûr, OpenStreetMap n'a pas de satellite ou d'avion qui va prendre des photos, donc c'est des images qui sont données, souvent à titre gratuit, par des fournisseurs, par exemple Bing, donc, de Microsoft, qui donne des images aériennes assez récentes. Et souvent, les zones militaires ou autres sont floutées naturellement enfin, naturellement. Elles sont floutées une fois retravaillées. Donc, de toute façon, ça, on ne peut pas le cartographier si c'est flouté. Après, si on va sur place, c'est vrai que j'ai jamais essayé, honnêtement, mais je crois que je suis jamais allé vraiment sur une zone totalement défendue et essayer de la cartographier. Je pense qu'on peut le faire, mais peut-être que justement, il va avoir un contrôle. Et en informatique, on peut quand même assez facilement, ça s'appelle même de l'informatique, du système d'information géographique, c'est-à-dire on peut définir des zones qui sont préservées ou protégées. Si quelqu'un ajoute des données à ce moment-là, peut-être qu'il va avoir une routine informatique qui va alerter la communauté, qui va dire bah, regardez ce que c'est peut-être un peu suspicieux. Ouais, après, je pense qu'il faut être conscient de ça. Et puis, à un moment, quel est l'enjeu d'aller cartographier ces zones-là aussi s'il y a un objectif, on va dire, enfin, je sais pas, encore une fois, de cartographie de certaines espèces, en biologie, en botanique ou autre, peut-être qu'il y a des négociations qui vont se faire à un autre niveau, mais aller s'exposer à ces risques-là, juste pour le plaisir de l'aventure et peut-être... faut réfléchir un minimum, je pense. Alors, simplement sur OpenStreetMap, on ne va pas cartographier une thématique. On ne va pas pouvoir cartographier, par exemple, une espèce d'oiseau. Voilà, on va pouvoir dire éventuellement que là, il y a un nichoir à oiseaux, un hôtel à insectes. Ouais. On ne va pas pouvoir cartographier précisément ça. OpenStreetMap, c'est une base de données qui va servir pour par exemple, des scientifiques qui vont faire cette étude-là. Ils vont l'utiliser comme base de données. Ouais. Et ils vont ajouter leurs données dessus. Mais ça ne peut pas être si précis au niveau des thématiques. Et du coup, la même chose pour, par exemple, les humains, quoi. Tu ne pourrais pas aller... Oui, on peut pas dire monsieur et madame machin habitent ici. D'accord, il y a quand même, heureusement, quelques limitations, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Oui. Et de plus en plus, c'est une communauté aussi qui s'agrandit, les questions, elles se posent, donc ça s'améliore à ce niveau-là. Après, il y a toujours des nouveaux problèmes qui arrivent. Il y a des nouveaux problèmes qui peuvent arriver. Et justement, cette communauté présente, ça permet de réfléchir à ces problèmes, quoi. Ouais. Et comment ça fonctionne, du coup, en termes de communauté? Tu disais, il y a des espèces d'assemblées qui se mettent en place. Ouais, alors, il y a des groupes locaux. Donc à Lyon, donc moi j'habite pas loin de Lyon. Il y a des groupes, un groupe local qui se réunit une fois par mois, donc dans une salle. Ils parlent un peu des projets qui sont en cours sur Lyon, etc. Donc il y en a un peu de partout en France. Il y a le OpenStreetMap France qui fait il y a les assemblées générales, mais il y a les rencontres OpenStreetMap annuelles qui s'appellent les State of the Map, qui se passent annuellement donc dans une grande ville de France. Et pendant 3 jours, ça parle de plein de projets. Donc j'ai projeté mon film l'année passée. Donc c'était à Montpellier. Là, ça devait être à Nantes dans le week-end prochain, mais bon, c'est annulé. Après, il y a des State of the Map. J'étais à celui de Monde. Donc, c'était en Allemagne en novembre dernier. Donc là, il y avait des gens du monde entier. On était 600 et plein de conférences sur ce qui peut se faire, etc. J'ai été là en novembre au State of the Map Africa, donc avec CartoNG. Et c'est tous les pays d'Afrique. Il y avait presque tous les pays d'Afrique représentés. Et il parlait des projets qui se font, vers quoi on peut s'améliorer.
Il y a State of the Map d'Amérique latine. Enfin, voilà. Ça s'organise comme ça. Après, c'est une communauté assez informatisée quand même. Donc, il y a des listes de discussion par mail. Il y a des groupes. Pour les Colombiens, par exemple, ils ont un groupe Telegram. Voilà, ça discute beaucoup, mais c'est énorme, hein, les messages. Moi, je ne les suis pas, les messages des listes de diffusion OpenStreetMap. Il y en a 40 par jour. Et il y en a qui aiment bien participer plutôt comme ça. Il y en a, c'est sur le terrain. Voilà, il faut de tout. Puis c'est forcément, je pense, pour les gens que ça intéresse, tu y vas, tu vois, ça te plaît moins. Mais je pense que pour les gens qui accrochent, ça devient vite une passion et Ah oui. voilà, ça prend beaucoup de place, entre guillemets, et c'est des échanges qui doivent être hyper enrichissants. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est intergénérationnel. C'est pas du tout c'est pas du tout des. Alors la moyenne, c'est quand même souvent, hein, mais ça tend à s'ouvrir. C'est souvent entre 30 et 45 ans hommes quand même, hein, à l'origine, mais ça tend à changer. De plus en plus de femmes qui intègrent le projet. Il y a plein de projets d'ailleurs, justement, de cartographie pour les femmes en Afrique notamment. Cartographier les rues éclairées, les centres de santé, les centres d'accueil suivi de grossesse, etc. Il y a énormément de choses qui sont là-dessus. Et surtout, il y a beaucoup d'anciens, des personnes qui sont des jeunes retraités et qui ont un peu de temps libre, un peu plus de temps libre, et qui manipulent un peu, quand même un peu l'informatique, parce que dans leur travail, ils ont pu manipuler. Et il y a cette catégorie-là, ce sont des grands contributeurs. Il y en a qui peuvent passer plusieurs heures par jour à cartographier. C'est génial parce que j'imagine qu'en plus, ça permet de combiner des savoirs qui sont assez variés et assez vastes. Intergénérationnel, voilà. Il y a différents centres d'intérêt, donc ça permet effectivement de toucher du doigt plein de choses. J'ai conscience de l'heure qui passe. Est-ce qu'on a une dernière question dans la salle avant que je pose une toute dernière? C'est tout bon? Ça a l'air d'être OK pour les questions. Alors du coup, moi, la question, entre guillemets, finale, hein, et puis après, évidemment, tu auras la possibilité, à la fois Siméon et puis aussi toi, Alban, de conclure. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Là, aujourd'hui, ça m'a plu, j'ai envie d'aller voir un petit peu plus. J'ai jamais franchement été regarder dans le détail OpenStreetMap. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, déjà de voir à quoi ça ressemble, hein, la carte OpenStreetMap. C'est openstreetmap.org. Bon, vous allez voir un fond de carte classique type Google Maps. Donc, vous allez dire, OK, bon, c'est une carte. Mais moi, ce que je vous conseille d'aller voir, c'est justement, après, il faudrait peut-être partager les liens, peut-être dans Ouais, je viens de mettre openstreetmap.org. Après, il y a CartoNG. Donc, sur le site de CartoNG, il va y avoir des informations. Ouais. Donc, il y a l'ONG américaine HOT, OpenStreetMap également. Et là, vous allez voir un peu tout ce qui se fait en termes de carto. Voilà, les sources pour apprendre après à cartographier sur OpenStreetMap, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Cartographier sur OpenStreetMap, c'est très simple quand on cartographie des choses simples. Après, si on va un petit peu plus loin, ça demande un peu d'habitude, mais c'est assez facile. Et en ligne, il y a plein de wikis, de vidéos, des vidéos, des tutoriels pour apprendre à cartographier. On trouve très facilement. Notamment, il y a Learn OSM. OSM, c'est OpenStreetMap. Hein. Learn OSM, qui permet d'apprendre un peu les premiers pas d'OpenStreetMap. Il faut simplement se créer un compte sur OpenStreetMap. C'est une adresse mail et un mot de passe et rien de plus. Et après, on peut commencer à cartographier. Cool. Une toute nouvelle aventure qui commence alors. Voilà. Je vois qu'Yannick prend des notes. Il a tout noté, il est parti, il est prêt. Mais non, mais c'est cool. De se lancer dans la cartographie sur OpenStreetMap, hein, c'est pas. Voilà, si on veut cartographier sa maison, c'est très simple. Après, si on veut aller plus loin, on apprend petit à petit, mais ça reste. Il y a toujours de l'aide et on découvre toujours plein de choses. Voilà.
Ouais, puis je pense que c'est une porte d'entrée encore vers quelque chose. Enfin, ça éveille notre curiosité, ça nous permet de voir l'environnement autour de nous d'une manière encore différente, peut-être de percevoir des enjeux qu'on n'avait pas forcément en tête, que ce soit de l'urbanisme, que ce soit la gestion des forêts, enfin peu importe, mais plein de choses qui sont qui relèvent de notre vie quotidienne au-delà même du côté voyage. C'est une toute nouvelle manière de voyager, peut-être aussi, en mettant les lunettes d'un cartographe le temps d'une aventure, quoi. Là, si vous êtes intéressé de voyager et de cartographier un peu en même temps, on peut tout à fait en discuter, hein. On peut s'écrire, s'appeler. Et même si vous voulez consacrer un voyage exprès à ça, on peut faire tout à fait un nouvel opus de Nomad Maps n'importe où, peut-être en Asie centrale pour Yannick. C'est cartographié en mer? S'il y a des choses à cartographier en mer? Ouais. Alors, il faut que ça soit à la surface. Après, je pense qu'on peut cartographier des récifs coralliens, donc c'est pas qu'à la surface. Du coup, il y a des choses à cartographier, oui. On en C'est vrai que reparlera. je ne me suis pas trop penché encore là-dessus, oui. Ça marche. Il y a peut-être des choses à voir de ce côté-là aussi. Oui. Cool. Est-ce que tu aurais peut-être, Siméon, je sais pas si tu as une autre question, si toi tu as une question de ton côté, si avant que je donne la parole à Alban pour terminer, il y avait quelque chose. Non, ça a l'air d'être bon. Eh ben écoute, Siméon ouais. est parti. D'accord, Mais ok. bon, de notre côté, c'est tout bon, je crois. Ouais, ok. Pas de questions spécifiques, Jordan. Du coup, écoute, Alban, je te laisse peut-être conclure et puis comme ça, écoute, on pourra aller voir. J'ai mis toutes les petites ressources dans le chat. Je les publierai sur Facebook aussi demain. Mais dis-nous, voilà, si tu as un dernier mot pour nous. Je vous remercie en tout cas je te remercie toi déjà, Marine, donc de Get Ready, de On the Green Road également, Imago, pour cette expérience virtuelle. Hein, c'est la première. C'est toujours intéressant de parler de tout ça. Hein. J'aime beaucoup les questions, notamment ce soir, qui ont été posées. Donc pour moi, c'était vraiment un plaisir. J'espère que après cette soirée, vous avez appris de nouvelles choses par rapport à ça, que ça va vous donner des idées pour faire, ou au moins des idées pour consulter d'autres cartes que les traditionnelles. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter en tout cas. Alors, il y a le site de Nomad Maps, nomadmaps.net, où il y a un formulaire de contact. Après, il y a un Facebook Nomad Maps, il y a un Instagram, il y a un Twitter. Peu actif en ce moment, il est vrai. En ce moment, je suis je développe aussi des projets un peu annexes, mais c'est en réflexion. Donc ouais, n'hésitez pas à me contacter et ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Ça marche. J'ai mis dans le chat, je vais y arriver, le lien de ton site de Nomad Maps. Donc, si Parfait. ils sont là, veulent aller voir avec grand plaisir. Ouais, je pense que ça ouvre des perspectives, ça fait ça fait prendre un peu de recul sur des choses qu'on utilise peut-être au quotidien sans s'en rendre compte. Voilà, c'est clair qu'on utilise tous de la carte très très souvent. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Moi, je fais beaucoup de cartographie sur mes formations pour les humanitaires. La lecture de cartes par rapport à la gestion des risques, mais du coup, je pense que ça va m'ouvrir plein de perspectives hyper intéressantes. À l'occasion d'en discuter alors aussi. Ouais, carrément, avec grand plaisir. Et puis voilà, et puis du coup, effectivement, un tout nouveau monde s'ouvre à nous, celui de la cartographie, c'est dur à dire, collaborative, et puis de l'échange d'informations, toujours avec conscience des conséquences, des impacts positifs et négatifs que ça peut avoir, mais en tout cas en conscience, et ça c'est chouette. Donc merci beaucoup, merci à ceux qui ont été là ce soir. On a eu quand même un peu de monde sur Imago, aussi un peu de monde sur Zoom, etc. Juste un petit rappel, avant que je remercie Alban, un petit rappel par rapport à la cagnotte. Donc je remets également le lien de la cagnotte dans le chat. Il est dans le petit cochon pour ceux qui sont sur Imago. Un tiers pour On the Grid Road, un tiers Get Ready et un tiers pour Alban et le projet Nomad Maps. Donc voilà. Autre point, demain vous retrouverez donc sur la page Facebook de l'événement
le podcast de cette session d'échange. Donc voilà, vous pouvez partager, écouter, réécouter, faire ce que vous voulez. Retrouver les infos aussi. Je remettrai tous les liens qui ont été partagés, là, les ressources, je les remettrai aussi là pour que vous puissiez les retrouver le cas échéant. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Merci beaucoup Alban pour cette soirée, vraiment. Et puis, ah si, dernier petit point très important. On est actuellement en train de se poser la question du futur de la Grande Évasion. Et du coup, on a mis en ligne sur la page du coup, de l'événement Facebook un sondage pour savoir si à la rentrée, vous avez envie de nous revoir, si vous avez encore le temps et l'envie. Si oui, quel soir de la semaine, à quelle heure, etc. Voilà, pour affiner un peu tout ça, savoir si vous avez encore de la place pour nous dans vos vies trépidantes post-confinement. Et puis voilà, du coup, n'hésitez pas à faire circuler le sondage, ça va nous permettre aussi de faire les bons choix pour la suite. Donc voilà, merci encore une fois Alban. C'est super cool. Et puis, on se reparle bientôt parce que j'ai cru comprendre que tu étais dans les monts du Lyonnais, ce qui est aussi mon cas. Donc, ça se trouve, on habite dans la même ville et ça serait franchement drôle de ne pas le savoir. On en parle après, alors. Ça roule. Et bien, écoutez, merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Vous pouvez réactiver vos micros pour dire au revoir, il n'y a aucun souci. Et pour tous ceux sur Imago TV, à très, très bientôt. On vous dit rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine projection. On annoncera tout ça sur notre groupe, sur la page Facebook de l'événement. À bientôt. Merci Marine. Alors. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Tout le monde. Merci Alban. Merci Marine. Au revoir. Merci Yannick merci pour votre attention. Bravo à toi. Ciao. On espère que vous avez apprécié ces échanges, que vous avez apprécié le film d'Alban également et le projet évidemment Nomad Maps. Peut-être que vous avez des questions, peut-être que ce projet vous intéresse, que vous avez appris des choses, que vous avez aujourd'hui un nouveau regard sur les cartes et peut-être même envie de collaborer à cette initiative citoyenne et à cette cartographie du plus grand nombre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'explication en dessous de la vidéo. Vous pourrez accéder à toutes les ressources dont on a discuté pendant ces échanges. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à contacter Alban. Comme vous l'avez entendu, il est tout à fait ouvert à la mise en place de nouvelles expéditions à visée de cartographie. Et puis évidemment, comme d'habitude, On the Green Road, Get Ready et Imago TV restent à votre disposition pour toute question. Et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine projection de la Grande Évasion. Ça sera donc la numéro 9. À très bientôt. Ciao!